Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour parler CRM et IA et comment aujourd'hui ça peut améliorer, impacter vos ventes et globalement la performance de vos entreprises. Je suis accompagné d'Olivier qui va se présenter tout à l'heure. On tenait beaucoup à ce qu'un de nos clients puisse témoigner parce que c'est aussi un gage d'objectivité. Donc Olivier pourra témoigner de la mise en place de certains outils dont on va parler. Donc pour introduire cette conférence, je dirais qu'aujourd'hui on va parler d'un paradoxe qui est en fait qu'on n'a jamais eu autant accès à des outils au sein des entreprises. Hein, on a aujourd'hui pléthore d'outils, de SaaS qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Et pourtant on n'a jamais eu autant de mal à prospecter, à atteindre les objectifs commerciaux, à automatiser certaines tâches et puis à garder une vision claire et objective sur notre entreprise. Pourquoi cet écart en fait? Pourquoi ce paradoxe? Pour moi, il y a un chaînon manquant entre voilà, un CRM qui est pas utilisé ou mal utilisé et la promesse qui reste encore assez floue de l'IA, qui reste assez lointaine. Donc aujourd'hui, pour moi, ce chaînon manquant, c'est l'usage réel du quotidien appliqué à vos cas d'usage. Voilà, donc on a décidé de se concentrer sur ce chaînon manquant, hein, c'est-à-dire comment utiliser l'IA concrètement au quotidien en s'appuyant sur notre expérience d'intégrateur, d'agence, et puis en étant vraiment le plus concret et pratique possible, hein, parce qu'on essaye de ne pas partir dans des théories trop fumeuses sur l'IA et le CRM. Donc voilà, on va démarrer, du coup on va se présenter rapidement. Donc je suis Stéphane Viomura, je suis le CEO de MI4. MI4, on est intégrateur CRM. Alors je vais juste avancer sur la slide suivante, ce sera plus simple. Intégrateur CRM, ça veut dire qu'on va mettre en place des CRM, donc des systèmes qui permettent de gérer en fait l'ensemble de la relation client, de la prospection, du marketing. Donc c'est une plateforme qui permet de centraliser aujourd'hui toutes les données de l'entreprise, tous les outils de l'entreprise et tous les utilisateurs voilà, sur une même plateforme. On est spécialisé sur HubSpot, qui est représenté d'ailleurs aujourd'hui par Lorraine, hein, merci d'être là. Donc on travaille, historiquement on avait une activité d'agence en marketing digital spécialisée dans la génération de leads B2B, donc ça nous permet d'avoir aussi une légitimité sur ces sujets d'acquisition et de conversion. Une grosse partie de notre travail, au-delà de la technique, c'est aussi de former et de conduire le changement, parce que c'est à la fois un enjeu technique, mais aussi un enjeu humain. Donc voilà, on va dire qu'une grosse partie du projet, c'est quand même aussi d'éduquer, de sensibiliser nos clients à l'usage de ces outils et de l'IA. À ce titre-là, on est organisme de formation, certifié Calliope, donc ça nous permet de proposer des dispositifs qui sont tout ou partiellement financés par les OPCO. Je suis accompagné d'Olivier, que je vais laisser se présenter. D'ailleurs, je vais te donner un micro pour ça, si tu veux. Merci. 1, 2, 1, 2. Parfait. Très bien, bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Ferrand. Je suis adjoint au directeur des opérations chez Smart Global Governance. Nous sommes spécialisés dans la GRC, donc la gestion des risques et de la conformité, d'accord, dans la gouvernance des entreprises. Nous, on vend une plateforme de 12 modules, d'accord, dans laquelle vous avez notre logiciel phare qui utilise aussi l'IA, c'est pour ça qu'on parle d'IA, et qui permet aujourd'hui de faire gagner du temps, puisqu'on en parlera aussi avec HubSpot, de faire gagner du temps aux équipes commerciales pour, par exemple, remplir tout ce qui est appel d'offres et répondre aussi aux questionnaires d'audit et de conformité. C'est aussi compatible avec HubSpot, ça s'intègre totalement aussi, et c'est pour ça que nous aussi on avait choisi HubSpot pour sa performance d'IA avec l'intégration de MI4 là-dessus. On a 4 agents aussi qui sont entraînés, qui permettent de répondre à des questionnaires, de répondre à vos questions sur tout ce qui est secteur d'activité, sur les normes, les métiers spécifiques, et vos documents qui sont entraînés sur l'IA. Donc, pour ça qu'on verra aussi, nous, sur ce que je vais présenter, les cas d'usage qui nous ont aidés
à travers HubSpot et l'intégration et l'IA, des cas concrets où on a gagné du temps au travers du chat, on verra bien, au travers des tickets, au travers de toute la gestion des leads, pour que nos équipes commerciales puissent travailler et s'occuper du business principalement, et d'arrêter d'utiliser, de perdre du temps sur tout ce qui est chronophage. Voilà. Donc on verra ça ensemble tout à l'heure. Merci Stéphane. Tu peux le garder. Ouais. Voilà, je vous invite à parler avec Olivier pour qu'il puisse partager son expérience de cette mise en place d'outils. D'ailleurs, Olivier présentera tout à l'heure un peu comment s'est passé un déploiement de CRM dans son entreprise qui est basée à Sophia Antipolis. Alors, moi, j'aimerais démarrer par quelques constats, en fait, qui sont vraiment le fruit de notre observation, mais aussi de certaines études et stats. Le premier qui est assez cruel, c'est que nos commerciaux passent en fait une grande majorité de leur temps à faire autre chose que vendre. Donc ils vont passer beaucoup de temps à faire de la recherche d'informations, des rapports de visite, du reporting, du remplissage de CRM, des réunions, voilà. Donc des choses qui sont généralement pas leur tasse de thé, mais qui font partie du métier. Le problème, c'est que ce temps passé à faire des tâches administratives ou commerciales non productives, il est beaucoup trop important. Deuxième constat, c'est que du côté du marketing, la plupart des marketeurs se sentent dépassés par la vague, le tsunami de l'IA. Donc, en fait, ils savent qu'il y a beaucoup d'outils qui existent. Ils utilisent généralement ChatGPT dans un coin pour faire des requêtes, mais ça s'arrête souvent là. Donc aujourd'hui, ils ont du mal à passer à l'étape suivante, qui est vraiment d'utiliser l'IA au quotidien pour faire leur métier. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je vous poserai la question tout à l'heure pour savoir quels sont les usages de l'IA que vous avez. Et donc, avant de parler d'IA, en fait, il est quand même aussi important de se rappeler que la plupart des entreprises n'ont pas de CRM. Hein, donc, on parle d'une minorité d'entreprises. Donc 73%, alors c'est une statistique qui date, je crois, de 2024, mais elle évolue certainement très vite. Mais c'est vraiment le reflet de la réalité de ce qu'on observe. Hein. Récemment, on a démarré un gros projet de mise en place CRM pour un groupe qui fait 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 30 filiales et qui n'a pas de CRM, c'est-à-dire qui utilise ou utilisait jusqu'à présent des tableurs Excel pour faire son métier. Et voilà, ils ont réussi à faire quelque chose quand même d'assez exceptionnel sans outils, mais ils ont besoin aujourd'hui quand même de fédérer l'ensemble des équipes sur ces outils-là. Donc en conséquence, on a beaucoup de prospects qui sont laissés sur le côté, on a beaucoup d'équipes qui sont débordées, une relation client qui est encore trop peu réactive. Et donc ce qu'on constate, c'est que lorsque la technologie est absente ou mal utilisée, ce sont d'ailleurs des problèmes qui arrivent lorsqu'on a des mises à jour. Ce sont les équipes et les clients qui en payent le prix. Donc, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est en fait répondre un petit peu à ces enjeux en vous présentant des choses qui sont vraiment issues de notre expérience. Pour terminer ces premiers constats, en fait, il y a quand même un enjeu qui découle de tout ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à libérer du temps pour la relation client. Parce que en 2024, d'après une étude HubSpot, on avait presque un tiers des TPE-PME qui utilisent l'IA, mais qui n'arrivent pas à identifier des usages concrets. Alors, pour revenir à cette question de l'usage des CRM, j'ai envie de vous demander à main levée, qui utilise aujourd'hui un CRM? Et je parle vraiment d'un usage quotidien et non pas d'un outil qui dort dans un coin de l'entreprise. Alors bon, ceux-là, je sais qu'ils en utilisent. Lorraine également. Donc, on va dire quand même qu'il y a une bonne moitié de l'assistance qu'ils utilisent. Vous faites partie plutôt du haut du panier, donc. Et deuxième question, est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien dans votre travail? Pareil, j'ai envie de vous demander de lever la main pour ceux qui l'utilisent vraiment quasiment quotidiennement. OK. Donc pareil, on a, je pense, quand même une majorité de l'audience qui l'utilise. Donc c'est intéressant parce que voilà, vous êtes déjà dans le mouvement et a priori en train de monter dans le train. Donc je serais intéressé de savoir si aujourd'hui vous allez apprendre des choses sur des cas d'usage qui dépassent un petit peu votre usage de l'IA au quotidien.
Donc, pour aussi aller au bout de cette conclusion, on aimerait s'appuyer aussi sur quelques prédictions qui ont été faites par de brillants analystes pour les années à venir. Vous savez que tout ça va très vite, mais il faut savoir que voilà, d'ici quelques années, une grosse partie de la prospection commerciale sera faite par des agents IA. On va vous montrer un ou deux exemples qui sont les prémices de ce qu'on appelle de la prospection assistée par l'IA. Et donc, la question, c'est pas si ça va se passer, c'est quand ça va se passer. Et peut-être que 2030 est un scénario très pessimiste par rapport à la vitesse de propagation de ces technologies-là. Donc, en attendant ce moment où les agents IA vont se prospecter ou se parler entre eux, il va y avoir quand même quelques années où il va falloir qu'on augmente la part de prospection dans notre quotidien et qu'on redonne du temps aux commerciaux, mais aussi aux équipes qui aujourd'hui sont un peu dépassées par cette vague. Et nous, la promesse qu'on aimerait faire, et celle qu'on fait généralement à nos clients lorsqu'on déploie des projets, c'est que, en fait, on a l'ambition de regagner 2 heures par jour en prenant des cas d'usage du quotidien, des tâches que vous réalisez manuellement et en les automatisant avec des outils comme un CRM moderne et des outils IA. Donc cette promesse-là, on va essayer de en fait, la disséquer pour voir concrètement quels sont les usages de l'IA que vous pouvez avoir, notamment au niveau commercial, parce que je pense que c'est quand même un des sujets clés hein, pour vous. Et pour l'illustrer, en fait, on va repartir en fait d'une journée type, enfin, ce qui devrait l'être en tout cas, d'une journée type du commercial. Vous vous rappelez des 67% de temps passé à faire autre chose que vendre? Eh bien, si on regarde un petit peu cette chronologie d'une journée type, en fait, on se rend compte que, en fait, il y a beaucoup de temps qui est passé à finalement rechercher de l'information au début d'une prospection. Hein. On va essayer d'aller chercher tout ça dans des bases ou avec des outils d'enrichissement, de création de data. Mais ça reste assez approximatif. On va perdre beaucoup de temps sur la prospection en elle-même parce qu'elle est peu contextuelle. On n'a pas le temps d'établir des relations très personnelles et en tout cas de bien préparer ces rendez-vous. La qualification prend beaucoup de temps. On montrera un exemple aujourd'hui pour accélérer cette phase de qualification, pour ceux qui ont la chance notamment d'avoir beaucoup de leads ou beaucoup de tri à faire. Donc voilà, globalement, c'est aussi une perte de temps et beaucoup d'inefficacité due au fait qu'on n'a pas le temps de trop creuser la qualification et la maturité de ces leads. Et on va perdre aussi du temps sur le suivi et la relance. On va prendre des risques de relancer trop tard et ou de manquer un bon timing de vente. Et enfin, du côté de l'analyse et du reporting, c'est peut-être le plus gros point noir hein, dans la vie du commercial, c'est qu'il faut arriver à rendre compte de tout cela, il faut remplir le CRM, il faut voilà, passer du temps à produire des rapports de visite. Donc voilà, tout ça, je pense, ça correspond quand même à une réalité quotidienne de beaucoup de commerciaux. Et nous, donc, on va essayer de revenir sur ces différentes étapes. Avant ça, je voulais quand même préciser qu'on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup d'outils qui sont arrivés sur le marché. On estime qu'il y a, voilà, en moyenne, un commercial a accès à une dizaine d'outils au quotidien pour faire son travail, pour conclure des ventes, pour gérer la relation client. Donc, c'est déjà une très belle étape, hein, puisqu'on a des outils que vous connaissez peut-être pour certains, voilà, qui permettent notamment d'aller rechercher de l'information ou scraper de l'information sur LinkedIn, qui permettent de prospecter de manière automatisée ou semi-automatisée avec des scénarios d'email ou de connexion sur LinkedIn, faire du scoring. Voilà, les CRM, évidemment, sont placés sur la partie gestion commerciale et des outils d'analyse d'appel ou de reporting dont on parlera rapidement tout à l'heure pour l'illustrer. Donc c'est déjà très bien d'utiliser ces outils-là, ça vous fait peut-être gagner du temps pour ceux qui ont décidé de les adopter. Le seul problème de multiplier ces outils, c'est que ça crée beaucoup de silos de données qui sont pas liés entre elles. Donc en fait, on va avoir finalement peu de data qui est uniformisée, centralisée, standardisée. Et on sait que pour que l'IA soit performante, il faut qu'on ait des datas de bonne qualité. Donc voilà, et qu'elle soit centralisée sur une base de données unique.
Donc, on peut connecter certains de ces outils à des CRM, mais globalement, ça crée quand même beaucoup de disparités. Et donc, les entreprises doivent se montrer prudentes pour éviter cette accumulation et amplifier finalement le travail des commerciaux. Voilà, donc on revient à cette promesse et du coup du gain de temps qu'on aimerait aborder avec vous. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'HubSpot puisque c'est notre spécialité. J'ai évoqué le fait qu'on était partenaire. Donc HubSpot n'est pas le seul sur le marché à faire ça. Selon nous, c'est la plateforme qui aujourd'hui gère le mieux en fait l'intégration de l'IA au sein du CRM. Et ça, on va essayer de vous le montrer par l'exemple. Alors, on va rentrer dans des cas d'usage très concrets qui sont tirés finalement d'écrans HubSpot, hein, mais pas que. Le premier cas que j'aimerais vous présenter, c'est, donc on revient dans l'étape initiale hein, de la prospection, c'est la recherche d'informations. Et on sait que finalement, pour bien prospecter, il faut qu'on ait des données de qualité. Donc, la donnée intentionnelle devient un levier majeur. Et donc, alors, je vais peut-être essayer de vous passer sur un onglet qui vous présente ça mieux que le petit screenshot qui est là. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est un outil qui s'appelle les intentions d'achat sur HubSpot. Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça va détecter les entreprises qui visitent votre site internet sans même que vous ayez ou qu'elles aient rempli le moins de formulaires. Donc c'est une technologie qui existe depuis assez longtemps, mais qui a été vraiment améliorée avec l'arrivée de l'IA. D'autres acteurs comme GetQuanti, par exemple, font ça aussi depuis quelques années, mais HubSpot l'a intégré au sein du CRM. Le gros avantage de faire ça, c'est que du coup, on va savoir, voilà, dans à peu près 2/3 des cas, quelles sont les entreprises qui sont venues sur le site internet, quelles pages elles ont visitées. Je vais essayer de vous montrer un exemple ici. Voilà. Donc là, c'est un usage, enfin, c'est vraiment notre plateforme CRM côté MI4. Et si je regarde ici, je dois avoir voilà, plusieurs exemples de boîtes qui sont passées sur notre site internet et qui ont visité des pages. Ici, alors, voilà, je montre juste un exemple sur... ici, c'est une page qui n'est pas très explicite, hein, qui est une landing page, mais en fait, on va pouvoir voir le parcours de visite de ces entreprises. Je suis désolé parce que je n'ai pas forcément ouvert les bons onglets pour vous montrer un exemple plus concret. Mais en fait, le gros intérêt de cette technologie, c'est que donc, vous pouvez savoir quelles sont les entreprises qui vous ont visité. Donc, c'est déjà une première information si vous voulez les appeler ou les contacter. Mais si ces personnes existent déjà dans votre CRM, le CRM va vous dire s'il les a identifiées. Donc là, on a une information supplémentaire qui est quels contacts ont visité quelle page de mon site internet. Donc vraiment quelque chose d'assez précieux lorsqu'on veut faire de la prospection, non pas à froid, mais on va dire un peu tiède, puisque du coup, on va s'appuyer sur des données qui sont captées par l'IA. Deuxième cas d'usage qui est également intéressant, c'est celui de l'enrichissement. Donc peut-être que vous utilisez aujourd'hui des outils pour scraper des données. Alors quand je dis scraper, c'est-à-dire voilà, aspirer des profils sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'outils qui font ça aujourd'hui. Lusha, Dropcontact et d'autres font ça assez bien. Aujourd'hui, des CRM comme HubSpot permettent de le faire directement au sein de la plateforme. Et donc, on va pouvoir récupérer des informations. Alors, désolé, c'est assez petit, mais vous avez compris l'idée. On va récupérer à la fois des informations de contact. Donc, voilà, quelle est l'adresse de ce contact, l'adresse email. Du côté de l'entreprise, on va récupérer des informations qui sont assez intéressantes, comme le chiffre d'affaires lorsqu'il a été publié, le nombre d'employés qui va tirer des informations LinkedIn. Voilà, et aussi de plus en plus maintenant des informations qui sont tirées du site internet de l'entreprise. HubSpot par exemple est capable d'aller chercher les articles qui ont été publiés récemment sur le site internet, ou bien des offres d'emploi, des levées de fonds, voilà, donc des choses qui vont vous être quand même extrêmement utiles pour prospecter ces comptes. Et donc tout ça se fait aujourd'hui en un clic au sein du CRM. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, cet enrichissement de données? Eh bien, ça permet d'aller vers l'hyper-personnalisation.
C'est un des sujets majeurs de la prospection 3.0, on va dire, celle assistée par l'IA. Donc l'IA rend cette prospection hyper personnalisée possible. Plus personne n'a envie d'avoir dans sa boîte mail des scénarios d'email standards que vous avez déjà mis en spam. Ce qu'on veut, c'est arriver à avoir des accroches très personnalisées. Parce que finalement, je reviens quand même sur ce sujet de la qualité de la donnée. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous gardiez en tête. Si on n'a pas des données de qualité en entrée, on aura en sortie des choses qui vont être de très mauvaise qualité. Les Américains disent shit in, shit out, c'est assez explicite. Donc voilà, gardez vraiment ça en tête, c'est un point très important. La qualité de la donnée fait que vous aurez la capacité d'être très puissant dans la prospection et finalement dans la gestion de la relation client. Donc, exemple alors désolé, c'est assez petit. Pareil, on a décidé de ne pas vous montrer trop de choses en live parce que ça aurait fait perdre pas mal de temps. Mais je vais quand même vous expliquer ce que vous avez à l'écran ici. En fait, avec les données qu'on vient d'enrichir, on va pouvoir créer des séquences email basées sur ces informations-là. Donc, si par exemple, on a détecté une levée de fonds faite par une entreprise, je vais pouvoir utiliser cette information-là dans l'email d'accroche. Ça, c'est un premier exemple. Mais aujourd'hui, on arrive à une autre étape qui est que des CRM comme HubSpot peuvent utiliser les précédentes interactions que vous avez eues pour faire des accroches. Par exemple, je vous ai rencontré sur un salon il y a un an. Vous m'avez dit que vous aviez un projet peut-être l'année prochaine. Et donc, l'IA va utiliser cette information-là pour faire un email de type je me permets de prendre contact avec vous parce que nous étions rencontrés l'année dernière. Vous voyez, on n'est plus du tout dans les scénarios d'email marketing de masse tels qu'on les a vus et pratiqués pendant longtemps. On est dans quelque chose qui se rapproche quand même de ce qu'un commercial parfait aurait fait pour démarrer sa journée. Donc, personnellement, c'est des mails que je vais lire et auxquels je vais peut-être répondre. Dans la plupart des autres cas, je vais les mettre en spam ou les effacer, et là-dessus, il n'y a pas de débat. Et en fait, pour finir sur cet exemple d'hyper-personnalisation, on ne s'arrête pas à l'email, on peut aussi faire ça sur LinkedIn. Alors là, on est sorti d'HubSpot et je vous montre juste un écran d'un outil dont on est partenaire également qui s'appelle Human Linker, qui est en fait une startup montpelliéraine qui a développé une technologie qui utilise l'IA également pour personnaliser donc, les demandes de connexion, les envois de messages sur LinkedIn, les commentaires et également les envois d'emails. Donc on est dans des campagnes multicanales parce qu'on sait que tous les prospects ne sont pas forcément au même endroit au même moment. Donc là, on va pouvoir jouer sur LinkedIn et l'email. Et évidemment, la recommandation, c'est de ne pas laisser faire des machines toutes seules. C'est qu'il y a aussi le téléphone et les rendez-vous physiques qui vont compléter ce côté multicanal. Donc Human Linker, pour ceux qui veulent s'y intéresser, c'est une autre manière de mettre en action de la prospection assistée par l'IA, tout en mettant un pied sur LinkedIn, chose qui est un petit peu plus compliquée à faire sur HubSpot, à ce stade en tout cas. Pour avancer un petit peu dans le cycle de vente, là, si on parle de qualification, en fait, les CRM modernes en fait, vont permettre de se concentrer sur les contacts les plus engagés. Donc, on parle de scoring des leads ou bien des transactions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le scoring, ça veut dire qu'on va pouvoir évaluer et classer les prospects en fonction de leur probabilité de conversion et concentrer les efforts sur les leads les plus prometteurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lead prometteur? C'est, par exemple, celui qui a visité notre site internet, qui a vu 10 pages, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a ouvert et cliqué mes emails avant même d'avoir rempli le moindre formulaire, on peut le savoir, qui ont éventuellement passé du temps avec nous en réunion ou en appel. Donc ça, c'est quelque chose qui va améliorer le score de cette personne, qui a téléchargé des contenus, type e-book. Donc tout ça fait que les CRM peuvent améliorer le score d'un lead, et si on doit les trier par priorité, en fait, on va pouvoir le faire aujourd'hui. Autre exemple, ça va jusque-là, vous me suivez, n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre pour des questions, mais on gardera un petit peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions.
Deuxième exemple sur la partie qualification qui est vraiment intéressant, notamment pour ceux qui reçoivent pas mal de formulaires ou de contacts ou autres, c'est qu'on peut faire de la qualification automatique des leads entrants. Donc là, vous avez un exemple schématique de, par exemple, un formulaire de contact qui va être branché sur OpenAI, donc ChatGPT, pour regarder le contenu, évaluer si c'est une demande qualifiée, savoir si on doit le recontacter ou si tout simplement c'est pas notre cible. Et ça prend du temps. On a des clients qui passent beaucoup de temps à faire ça manuellement, qui ont des plateaux entiers pour traiter des demandes entrantes. Et d'ailleurs, ici, on a un petit exemple qui l'illustre concrètement. Un de nos clients qui est en fait un réseau d'agences d'animation commerciale ou d'externalisation commerciale reçoit en fait sur son formulaire de contact beaucoup de CV, alors qu'il ne devrait pas passer par ce formulaire, il y a un formulaire de recrutement. Donc en fait, tous les jours, c'est des dizaines de candidatures qui tombent sur un formulaire, en même temps que des demandes qualifiées qui se retrouvent noyées au milieu. Donc ce type de scénario, en fait, ça permet d'éviter qu'un humain passe son temps à screener en permanence ces formulaires. Regarde le contenu, s'il estime que c'est plutôt un candidat, ben, il va le flécher candidat et le mettre dans une liste de candidats, peut-être déclencher des actions de suivi particulières. Et si en revanche c'est un lead qualifié, une entreprise qui a des besoins ou un projet, à ce moment-là, on va assigner tout ça à un commercial et créer une tâche de rappel immédiat. Donc voilà, donc ça c'est concrètement des heures d'économiser par semaine pour ce client en mettant en place un scénario qui est vraiment créé en un quart d'heure, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. On avance dans le cycle de vente et pour parler un petit peu de suivi et de relance, on a parlé de scoring tout à l'heure. Je vous montre un exemple aussi. Donc, le scoring s'appliquait au contact, au lead. Le scoring, ça s'applique aussi aux transactions. Donc le scoring de transactions, ça permet de voir en fait quels sont les deals qui ont une réelle chance de closer. Donc il ne suffit pas d'avoir un pipeline bien rempli, hein. Il faut encore savoir où se cache la vraie valeur dans ce pipeline. Donc tout ça, les scores que vous voyez ici sont des scores qui permettent voilà, de classer les deals dans un ordre de priorité qui normalement devrait être celui que les commerciaux respectent. Autre exemple dans la partie suivi et relance, là pour le coup c'est vraiment notre quotidien et le vôtre, hein, c'est-à-dire lorsque j'ai un rendez-vous, j'ai besoin quand même de me remettre un petit peu dans le contexte et c'est pas facile lorsqu'on a eu beaucoup d'échanges de faire une synthèse de l'ensemble de ces échanges. Donc voilà, HubSpot par exemple permet de synthétiser tout ce que le CRM connaît du contexte. Donc alors, vous avez à droite ici, alors c'est une fenêtre qui est un peu le ChatGPT intégré d'HubSpot, qui va vous donner en fait une synthèse complète des informations qu'il a. Donc en fait, lorsque vous démarrez un appel, vous allez juste lire ce récapitulatif qui serait une sorte de brief que votre assistant ou votre assistante personnelle aurait fait et qui est très complet et qui permet en fait de ne pas poser des questions de base, mais d'être vraiment très précis, très sharp hein, dans l'approche de cette réunion. Dans la catégorie des synthèses d'informations, en fait, cette synthèse, elle peut se faire aussi sur des contacts. Donc, on n'a plus besoin de fouiller dans 10 outils. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, tous ces outils éparpillés qui stockent chacun un petit bout de la vie du contact ou de cette information-là. En fait, on n'a plus besoin de faire cette synthèse. En fait, l'IA va nous permettre de savoir qui c'est qu'on a réellement en face. Donc, tout est centralisé, lisible et actionnable. Et là aussi, c'est vraiment, enfin, les commerciaux qui l'utilisent chez nos clients nous bénissent tous les jours de ne pas avoir à faire ce travail de synthèse, encore une fois, qui est très pénible. Et voilà, autre exemple pour l'illustration de la partie analyse et reporting. Hein, on a parlé tout à l'heure du scoring des transactions. En fait, on va encore plus loin là dans cet exemple, puisqu'on va pouvoir afficher un forecast, donc un prévisionnel de vente, qui est affiné par l'IA. Donc lorsqu'on a des prévisions qui sont appuyées par des données objectives et une analyse continue hein, par l'IA, en fait, on passe vraiment du ressenti à la réalité. Hein. Vous savez que
les prévisionnels sont parfois assez, on va dire, aléatoires. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à des prévisionnels qui sont très très proches de la réalité grâce à ces technologies-là. Voilà, et dernier exemple sur la partie synthèse, parce que c'est vraiment une partie importante qui est très facile à mettre en place, c'est-à-dire que vous avez concrètement rien à faire si ce n'est afficher une fenêtre dans un deal ou un contact. Ici, on est sur le résumé d'une transaction. Encore une fois, lorsque j'approche un deal, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Donc, HubSpot permet aussi de faire ici un résumé de la transaction. Donc là, c'est un deal sur une formation ici, par exemple, et de proposer une étape suivante. Vous savez que c'est vraiment les fondements de la prospection commerciale, c'est d'avoir toujours une étape suivante. Ben là, c'est HubSpot qui va la proposer. Il serait judicieux de planifier un appel avec Philippe parce qu'il constate que cet appel-là n'a pas été programmé. Donc voilà, c'est quand même un bon coach de vente qui va vous rappeler au quotidien que ces étapes suivantes, il faut les planifier systématiquement. Voilà, en synthèse, je pense que du côté de la productivité des équipes et des résumés, des synthèses que vous avez au sein même des CRM, vous avez déjà beaucoup de gains de temps qui peuvent être obtenus. Donc des résumés de conversation, des résumés de transactions, des outils qui permettent de brainstormer, de détecter des signaux de vente, on en a un petit peu parlé, de faire de l'analyse et du reporting, et de l'automatisation des tâches de suivi. Donc chez HubSpot, ça se passe sur une couche qui s'appelle Breeze Intelligence, qui est vraiment la partie IA d'HubSpot. On a mis ici AirCall, qui est également une solution de téléphonie dont on va parler brièvement tout à l'heure avec Olivier, puisqu'elle a été mise en place, qui permet finalement de passer ces appels directement depuis le CRM et d'enregistrer les conversations, de les transcrire, de les synthétiser, sans avoir à faire des comptes rendus manuels. Donc voilà, HubSpot permet de faire ça, mais si vous voulez vraiment aller plus loin sur ce sujet de la téléphonie, AirCall est un excellent complément. Voilà, pour terminer cette revue des cas d'usage autour de la prospection et de la gestion commerciale, en fait, on peut finalement résumer tout ça pour dire qu'on converge vers un seul et unique objectif qui est de consacrer plus de temps à la relation humaine, à la relation client, et moins à la gestion. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Et vraiment, ce constat-là, nous, on le fait au quotidien, c'est-à-dire que par la mise en place de cas pratiques et de cas d'usage réels, et en avançant avec les équipes, on arrive à regagner du temps et donner plus de place à l'humain et au relationnel. Alors, j'aimerais passer la parole à Olivier, qui va vous expliquer d'ailleurs concrètement comment ça s'est passé chez Smart Global et en quoi ça a changé aussi leur quotidien. Donc, Olivier, je te laisse la place. Oui, merci Stéphane. Donc nous, c'est vraiment pour l'utilisation du CRM et comment gagner du temps. Il fallait, comme dit Stéphane, qu'on puisse se concentrer vraiment sur le business, sur le client et éviter en fait toutes ces tâches répétitives. Donc ça a commencé par l'intégration. Donc comme vous l'avez compris, moi je suis dans les opérations. Donc j'ai été en charge du projet du passage, on utilisait Zoho à l'époque, du passage de Zoho vers HubSpot. Donc les problèmes qu'on avait, je pense peut-être que vous y faites face aussi. On avait plusieurs outils, avec IA, sans IA, qui nous permettaient d'avoir des prospects ou pas. Toutes les données étaient éparpillées, il y avait les notes dans un coin qui étaient peut-être dans la fiche de l'entreprise, mais pas dans la fiche du contact, alors que c'était l'appel du contact qu'on avait. Des informations qu'on ne retrouvait plus et on passe du temps à chercher l'information. Donc c'était assez compliqué. Les équipes en ont marre à un moment donné. C'est fatigant, je passe à autre chose, je l'appelle directement. Le prospect qui lui dit « Oui, mais ça, vous me l'avez déjà dit, on a une réunion prévue dans 2 semaines. » Ok, bon, zut. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc pour pallier à ça, on prend du temps, on vérifie plus les fiches, on perd du temps, on est moins sur les deals en cours, et donc on fait un peu moins de business. Donc c'était pas le but.
Et pareil sur le côté marketing. Sur le côté marketing, on n'avait pas forcément tous les outils qui nous permettaient surtout de suivre les clics. Savoir si, comme disait Stéphane tout à l'heure, ils sont venus sur le site, combien de pages ils ont vues, s'ils sont plutôt froids, plutôt tièdes, plutôt chauds, et du coup, lesquels je vais prioriser. Parce que parfois, on a plein de leads à rappeler, et il faut faire des choix à un moment donné, il faut prioriser. Donc, comment on priorise? Avec ces outils-là, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on perdait du temps. Le but aussi, c'était effectivement d'avoir un alignement entre le commerce et le marketing. On a beau avoir des process, on se dit le lead, on va le voir un petit peu après, mais on va le récupérer à tel endroit, que ce soit sur une campagne d'emailing, soit sur une campagne de téléprospection. Et après, derrière, comment elle est prise en charge par les commerciaux. On le sait tous à peu près comment ça fonctionne, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Donc l'intégration nous a aidé aussi à remettre à plat ce genre de choses, à se dire, est-ce qu'on faisait bien? Est-ce que si on faisait bien, comment on peut améliorer? Ou si on faisait moins bien, comment on peut mieux faire aussi? Donc ça nous a aidé là-dessus. La méthode, ça a été progressif aussi. On a commencé par différents hubs. Donc on a commencé par les ventes, parce que pour nous, c'était très très important. On était en plein lancement de produits, un peu précipité. Et du coup, il fallait tout de suite que sur ce lancement de produit, on puisse récupérer les leads qui étaient intéressés, qu'on puisse récupérer aussi les leads qui s'inscrivaient sur un compte démo, comment on les nurture derrière, et on n'avait pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a précipité vraiment, pas l'intégration, mais ce hub-là, Sales, qui était vraiment très très important pour nous, et ensuite le marketing. Ensuite, il y a l'accompagnement et la formation de l'équipe, donc on y est toujours, puisqu'en fait il faut savoir qu'on est passé en production sur la partie Sales, il y a 2-3 semaines a priori. On a déjà de bons résultats, en tout cas sur le gain de temps. Là, on finit la partie service aussi. Depuis une semaine et demie, on commence à gérer nos tickets directement avec HubSpot, avec des trucs très très intéressants aussi. Et les équipes sont formées aussi au fur et à mesure, avec des ateliers de cas pratiques aussi, des questions qui reviennent, des modifications de workflow ou autre chose. Les workflows, ça va nous permettre d'automatiser aussi beaucoup de choses. On a intégré aussi tous les outils tiers. Donc nous, effectivement, on utilise Aircall. On garde ZooBooks. ZooBooks, c'est la partie facturation de la suite Zoho, puisqu'en fait, c'est important pour nous. On a toutes les factures sur ZooBooks. Comment on fait pour les passer dans les fiches des clients, pour avoir l'historique, l'ARR, le MRR, etc., etc. Pour que, là encore, les commerciaux puissent avoir toute cette information-là. On va y revenir après, mais ce que disait Stéphane, c'est hyper important quand un commercial ou un CSM doit appeler quelqu'un, il faut qu'il se renseigne avant. Donc, il faut qu'on ait un résumé assez clair. Teams aussi avec des notifications. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore activées, mais c'est en cours. Mais c'est vrai qu'on utilise Teams au moins pour aller vite sur les notifications. Human Linker qu'on utilise aussi avec des campagnes sur LinkedIn et par mail, qui retombe après dans HubSpot aussi avec les informations. Et puis effectivement, la mise à plat des process où le lead, d'où il vient, comment le SDR va appeler et qualifier le lead, comment il passe en qualification auprès d'un account director et comment on fait le devis, puis ensuite la facture. Donc tous ces process-là, comment on les remet à plat et on les traite en fait dans HubSpot. Donc c'était pratique, oui. C'est les Sales Development représentatifs. Chez nous, ce sont les personnes qui vont appeler pour qualifier en fait la demande ou le lead. Donc on va avoir un lead qui va tomber, il va appeler, il va qualifier. Est-ce qu'il est dans notre cible? Est-ce qu'il a le budget? Est-ce qu'il est décideur? Oui, non, oui. À ce moment-là, je book un rendez-vous pour un account director. Okay, et si je book un rendez-vous, à ce moment-là, il passe ce qu'on va voir après en tant que SQL, donc en Sales Qualified Lead. Et c'est à ce moment-là la propriété, on va dire, du sales, et c'est à lui, derrière, de faire le travail, de pouvoir le gagner ensuite. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez des questions. Là, je suis vraiment dans le concret, dans l'utilisation, peut-être où ça va vous parler un petit peu plus. Nous, on le vit vraiment depuis 2 mois et demi, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc nous, on avait effectivement, on avait vraiment tous ces logiciels-là qu'on utilisait, qu'on utilise toujours. Le but, c'était de migrer toute la partie CRM de Zoho, plus de 40 000 contacts, 48 000 à l'époque, beaucoup. Et toute la partie tickets aussi, avec plus de 5 000 tickets depuis 4 ans, différents services, différentes sociétés, etc., etc. Donc tout ça, en fait, on l'a migré pour ne garder au final que, j'ai envie de dire,
c'est déjà pas mal. Que HubSpot avec tout ce qui est source d'information, avec les résumés qu'utilise en fait l'IA. Il faut savoir que nous, en termes d'IA, on n'a pas pris l'abonnement IA en fait d'HubSpot. Il y a une version en fait d'IA qui est intégrée, qui est quand même très très bien et qui nous permet, nous en tout cas, d'avoir pas mal de résumés et qui nous permet d'avancer et de qualifier nos leads en fait, de les traiter. Donc oui, on utilise en fait Teams pour tout ce qui est lien de rendez-vous. Donc ça gère en fait les liens de rendez-vous automatiquement, plus besoin de les mettre à la main ou de passer par Outlook. On peut le faire dans Outlook aussi. Le truc qui est bien aussi, c'est que si on le fait dans Outlook, ça se retrouve aussi dans HubSpot. Il n'y a plus besoin, on n'est pas obligé de passer par HubSpot pour booker un rendez-vous et ensuite le retrouver dans HubSpot. Donc c'est pratique. Tous ces outils-là aussi, importants pour nous, il fallait qu'on est en train de mettre le blog en ligne. Et pareil, on voit en fait les visiteurs qui arrivent au fur et à mesure des contacts qu'on a dans notre base. On arrive à voir en fait qu'ils ont visité telle page, telle page, telle page, et puis qu'ensuite ils ont peut-être soumis un formulaire. Donc ça nous permet de les appeler et de les prioriser aussi. Donc plutôt sympa. Là, on ne va pas aller dans le détail, mais c'est juste ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la méthodologie et le process commercial. Nous, ça nous a permis de remettre à plat. C'est-à-dire qu'on a différentes parties, client, marketing, SDR, l'AE, donc la compte director, et tout ce qui est facturation. C'est comment on remet à plat en fait le process. C'est le lead, il vient d'où? Est-ce que c'est le SDR? Donc ça, c'est la V1, on l'a changé entre-temps, on l'a remis à plat, elle est live maintenant. Mais effectivement, est-ce qu'il vient d'un formulaire? Est-ce qu'il nous a envoyé une demande de contact? Comment le marketing va lui envoyer un mail automatisé? Peut-être avec des informations qui sont liées aux visites, d'accord, avec des articles, ce genre de choses. Comment derrière on va lui envoyer le message de bienvenue? Comment on va le passer au SDR? Comment il va l'appeler? Donc tout ça, ça nous a aidé aussi à remettre à plat ce process. Et après, il faut accompagner le changement aussi en interne. C'est pas tout d'avoir HubSpot ou n'importe quel autre logiciel. Il faut pouvoir accompagner, il faut pouvoir former. En interne, il faut qu'on ait aussi un champion qui permette, un champion avec les guillemets, qui nous permette d'accompagner les équipes, de répondre aux questions, de donner les bonnes pratiques, parce que c'est accompagné de bonnes pratiques. Tout à l'heure, on parlait en fait de la qualité de la data. Qualité de la data, si vous lui donnez quelque chose de mauvais, il ressort de mauvais. Mais c'est pareil pour l'accompagnement. Si on n'accompagne pas les équipes après derrière, vous avez beau avoir le plus super des outils, si vous ne savez pas conduire une Ferrari, vous n'arrivez pas à la conduire. Donc ça, c'était important d'avoir le process pour ensuite faire l'accompagnement. Donc nous, effectivement, on utilise principalement HubSpot, Breeze Intelligence, qui est effectivement l'IA. Donc comme je vous dis, nous, c'est la version en fait, qui est intégrée à HubSpot. Et Aircall, puisque nous, on passe beaucoup d'appels, près de 350 appels par jour des fois. Que ce soit on appelle, ça c'est juste les appels sortants. Après en appel entrant, des fois on en a aussi pas mal. Et c'est toutes ces conversations quand le client nous donne l'autorisation d'enregistrer, comment on fait pour que ça arrive directement dans la fiche, pour qu'on ait le résumé, etc. Donc ça a été très très pratique et ça nous fait gagner beaucoup de temps aussi. Surtout que on va en reparler après. Ça, je vais faire un top 5 ou top 6 des fonctionnalités qui pour nous sont importantes, vraiment au quotidien, et qui nous ont fait gagner du temps. En l'occurrence, on a des landing pages ou des articles de blog qu'on va publier pour essayer d'augmenter en termes de SEO en fait, notre site. D'accord ? Sauf que cet article-là, on aimerait bien le remixer, je prends le terme d'HubSpot, le remixer pour se dire je vais faire une news sur LinkedIn, sur X, sur différents réseaux sociaux, je veux le faire rapidement. En fait, c'est vrai qu'on a 2 clics à faire. Il va prendre l'article de blog, il va faire un résumé, il va mettre le bon nombre de caractères pour les réseaux sociaux, et puis il va proposer directement le post avec les bons mots-clés, avec les bons tags de suivi, avec tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que c'est vachement pratique. Voilà. On gagne énormément de temps, sachant que derrière, on a toutes les statistiques de visite aussi. C'est-à-dire, on sait, en fait, encore une fois, si le contact est dans la base, on sait s'il a cliqué, on sait combien de temps il est resté sur le site, etc., etc. Donc là encore, le scoring, après, derrière, il peut augmenter. Donc nous, on ne l'a pas encore mis en place, le scoring. Quelque chose qu'on veut mettre en place, c'est en cours, pour qu'on puisse prioriser, en fait, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que, pour nous, c'est super important.
Ensuite, ça, voilà, ça fait partie, c'est toujours la même chose, hein. Vous choisissez en fait ce que vous voulez remixer. Est-ce que je veux que ce soit une publicité, une page de destination ou autre chose? Je crois qu'il y a une Ouais, vidéo un d'ailleurs. petit exemple en vidéo, Ouais. là, comme ça. Voilà, donc ça, c'est directement le nôtre, hein, d'ailleurs. Ça a été pris sur notre HubSpot avec un article des bonnes pratiques quête gain de temps avec notre produit phare actuellement. On veut 2 posts réseaux sociaux, etc., etc. Et derrière, on génère et ça va générer assez rapidement en fait les posts. Il n'y a plus qu'à vérifier, appuyer sur un bouton, merci, au revoir, quoi. Voilà. Donc, j'avoue que c'est quand même un gros gain de temps. L'équipe marketing, ils étaient comme des fous. Ouais, je dis, Si je peux rajouter, ouais. comment toutes les réseaux sociaux sont connectés à HubSpot, Mm. depuis cette page, directement publier les posts qui viennent d'être remixés sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est pratique, ouais. C'est une version accessible à partir d'un quel niveau d'accès au réseau ou c'est sur Ce sera sur des abonnements payants. ouais, mais lesquels parce que Bah pour le marketing, je crois que après, bon, je connais pas trop. Mais... Compte Adobe Pro, ok. Parce que nous, on est sur la base du Pro, je crois. Mm. Après, c'est toujours pareil. C'est quoi la rentabilité que vous voulez avoir aussi par rapport à l'investissement? Est-ce qu'on peut se le permettre? Nous, on a fait une étude quand même avant. Ça nous a permis, on s'est dit, on va arrêter des licences de notre précédent CRM. Combien on va gagner? Combien ça va nous coûter? Combien coûte l'intégration? Voilà, ça, après derrière, c'est des calculs comme on sait le faire, hein. Ça aussi, c'est pour retransformer. N'hésite pas si tu veux intervenir aussi, hein. Non, c'est juste pour réagir à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a l'impression que tout ça coûte très cher, mais au final, lorsqu'on a plein de petits outils dispersés, je crois qu'on avait fait le calcul dans votre cas, il y avait un différentiel de coût, mais la somme des outils utilisés précédemment, lorsqu'on les fait disparaître parce qu'ils sont centralisés, du coup, fait qu'on a un gap qui n'est pas si important. Donc on reviendra, si vous voulez, sur les questions de budget tout à l'heure. Après, le plus important pour nous, ça a été, on a prévu en fait une intégration, un déploiement sur 3 mois. D'accord? Donc sur ces 3 mois-là, après on a été un peu vite aussi. Nous, on avait besoin aussi d'accélérer, comme je vous dis, le rythme par rapport à notre produit Answer Writer qui sortait. Donc on a vraiment accéléré. On a fini, on va dire, la partie sales marketing en 2 mois. Voilà. On a fait vraiment toute la grosse installation, enfin intégration avec le transfert de données avec la totale. Donc, et après, là, pendant l'espace de 1 mois ou 2, on a encore des licences qui courent, et puis après, derrière, on va les arrêter. Voilà. Après, pour remixer aussi, vous pouvez demander, après, comme le fait peut-être ChatGPT ou Copilot ailleurs, hein, vous pouvez très bien dire, moi, ce texte-là, je veux lui donner un autre ton ou changer le texte. Après, il y a quelque chose qui est vraiment très bien aussi. Quand on paramètre au début HubSpot, vous pouvez maintenant donner un ton de marque, c'est-à-dire que vous définissez votre marque, dites-moi mes couleurs c'est ça, moi mon logo c'est ça, donc du coup vous allez avoir vos pages avec vos mails qui vont déjà avoir vos couleurs, vos logos, etc. Mais un truc qui est vraiment pas mal aussi, c'est le ton de marque de l'IA qui va utiliser et remixer vos contenus. Vous allez pouvoir lui dire, moi je veux un ton formel, je veux un ton amical, comme on le fait avec ChatGPT ou n'importe quoi d'autre. Sauf que là, ça remixe vos contenus avec le ton de marque que vous voulez faire, comme n'importe quelle IA encore une fois. Vous dire, moi je ne veux pas utiliser ces termes, je ne veux pas utiliser ça. Rien de nouveau pour ceux qui utilisent l'IA, mais là, l'avantage, c'est que c'est vraiment par rapport à vos contenus et par rapport à ce que vous faites au quotidien. Donc c'est vraiment pratique. Pareil pour les mails que vous demandez à Copilot à l'intérieur d'HubSpot d'écrire pour vous. Donc ça, c'est pratique. On le verra aussi avec peut-être la partie service avec les tickets. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aussi font tout ce qui est toute la partie service, tickets. Ouais. Et traduction aussi, ça. Nous, on a un blog avec près de 40 pages. Et du coup, il nous faut 40 langues aussi. Parce que comme notre produit, il est en 40 langues, il faut que notre blog, il soit en 40 langues. Okay. Donc, du coup, là, plutôt d'utiliser DeepL aussi, qui est cher, là, la traduction, elle est intégrée. Donc, il suffit de cliquer sur l'article que vous voulez. Vous dites, moi, je veux le traduire en anglais. Hop, 15 secondes après, il vous fait une page en anglais. Et comme c'est déjà dans le blog, si la personne change de langue, elle sera en anglais. Okay. Le seul truc, c'est qu'il faut effectivement le faire pour chaque langue. Donc pour chaque article, il faut le faire 40 fois. Mais c'est quand même, une fois que c'est fait, c'est fait. Okay. Puis ça coûte moins cher que, encore une fois, un DeepL. Mais ça y est. Mais on est dans la réalité du terrain, je vous dis comment ça se passe. Voilà.
La génération de workflow, ça aussi, moi pareil, encore une fois, je vous le répète, mais je suis dans les opérations. Donc je fais énormément de workflow, d'automatismes qui permettent d'accélérer le quotidien. Quand on n'a pas quelqu'un de technique, peut-être comme moi ou d'autres équipes chez Smart Global Governance, ben vous pouvez aider à créer des workflows. Par exemple, vous dites à l'IA, je veux que pour chaque nouveau formulaire, j'ai une notification à l'équipe commerciale. Et en fait, il va vous créer le workflow. Voilà, c'est encore mieux que du no-code. Après, il vous montre le no-code et comment ça fonctionne. Mais au moins, il va vous créer le workflow et au moins la base. Après, si vous voulez changer quelques paramétrages, vous pouvez le faire aussi. Donc ça aussi, c'est pratique, je trouve. Donc l'IA, là-dedans, ne s'arrête pas que à du conseil ou autre chose. Elle crée carrément le workflow. Donc après, quand on va sur des choses beaucoup plus complexes, avec des branches, etc., non. Mais comme il y a beaucoup de workflows de base qui concernent des notifs ou des modifications de fiches d'information ou ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a une vidéo. Ah bah, il y a une vidéo de workflow. Non. Oui, je pense à un petit exemple de création d'automatisation. Non, ou alors ça tourne là, peut-être. Ouais, c'est en cours, je crois. Oui, voilà. Envoyer 2 emails au contact après la soumission d'un formulaire. Ouais. Voilà, et il crée le workflow automatiquement. Vous n'avez plus qu'à choisir après le contenu de l'email. Voilà. Ou à demander à l'IA de le générer pour vous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'y connaître, du coup, pour ça, quoi. Oui, c'est une opération qui peut être un petit peu plus technique auparavant, et là, aujourd'hui, avec un prompt, on va vraiment créer un scénario sans aucune compétence technique. Hein. Hop. Attends, je crois qu'il t'a relancé le... Non, il m'a relancé le truc. C'est bon. Ouais. J'utilise Keynote d'habitude, c'est pour ça. Ça va. Pour Aircall, effectivement, nous, on l'utilisait déjà avant. Par contre, sur les transcriptions, il fallait qu'on clique sur la fiche du contact. Il fallait qu'on clique dans le lien qui envoie vers Aircall. Il fallait qu'on se logue quand c'était délogué pour ensuite avoir la transcription ou le contenu qui est résumé d'Aircall. Donc déjà, Aircall en lui-même, c'est vrai que ça nous a changé beaucoup de choses. Avant, on utilisait juste le système de téléphonie de Teams. Là, ce qui a été pratique, c'est qu'on peut gérer des routes aussi. On a toutes les conversations qui sont enregistrées quand le client il est OK. Et du coup, le résumé. D'accord ? Et il faut savoir que quand c'est connecté à HubSpot, derrière, HubSpot, il va garder aussi cette information-là pendant X temps. C'est vous qui le paramétrez en fonction de votre conformité RGPD. Et derrière, vous avez le résumé. Ce résumé-là, il est pris par l'IA. Il vous permet de vous le montrer aussi. Moi, sur plein de fiches, je suis allé pour l'équipe commerciale ou marketing, le contact a eu 2 appels récemment, dont un qui a été sans réponse. Le résumé de la conversation était lié à un rendez-vous qui a été annulé dans 2 semaines. Et conseil, je vous recommande d'appeler ce contact pour replanifier un rendez-vous. C'est quand même pas mal. Donc avant que le responsable commercial dise au commercial qu'il faille le faire, du coup, là, c'est l'IA qui le fait. Ça se voit un petit peu moins, du coup. Voilà. Et on l'utilise aussi pour le service client. Donc ça, c'est ce qu'on vient de mettre en place là, depuis 1 semaine et demie. On a utilisé le chat aussi. Donc il faut savoir que nous, on avait une base de connaissances, mais on a vite arrêté parce que c'était assez fastidieux à maintenir. On n'avait pas de chat, on avait juste un système de ticketing. Nous, le but, c'était que les clients aient la possibilité de nous joindre sur du multicanal et que tout soit centralisé comme n'importe quel outil, on va dire, de service client. Donc, on a profité de passer sur HubSpot pour bien configurer ça aussi. Et effectivement, maintenant, on a entraîné l'IA d'HubSpot avec nos données, en fait, de base de connaissances qui ont été mises à jour. On utilise ClickUp, nous, en interne, pour la gestion de projet, dans laquelle on met toute notre documentation. D'accord ? Donc, cette documentation-là, on l'a intégrée à HubSpot. Et ça nous a permis, en fait, via le chat, et je crois qu'il y a une petite vidéo après, via le chat, de répondre aux clients quand ils vont poser une question en amont. Donc, quand on connaît un peu le système de chatbot, il n'y a rien de magique, qu'on se le dise, mais c'est quand même super pratique et c'est facile à mettre en place. Voilà. Donc, comment on se connecte, hop. Ça répond, et puis après, derrière, ça arrive comme n'importe quel autre ticket dans le service client.
Et ce qui est bien aussi, qu'on ne montre pas forcément là, c'est que derrière, l'agent de service client, il va avoir en fait une proposition de réponse liée à ce qu'on a entraîné sur le chatbot. Donc déjà, il peut répondre avec des éléments de réponse qu'il y a dans la doc. Encore faut-il que vous ayez de la doc, mais si on en a, c'est plutôt pratique. Aussi, s'il ne trouve pas de réponse, il va vous dire, j'ai un manquement par rapport à telle ou telle réponse. Du coup, qu'est-ce que vous voulez répondre la prochaine fois? Donc, vous avez une liste, de temps en temps, on y passe, et puis on dit, ah bah oui, tiens, cette question-là, je veux répondre ça la prochaine fois. Ok, ah bah, je veux répondre ça la prochaine fois. Et du coup, il enregistre et ça le garde. Donc là encore une fois, c'est plutôt pratique. J'insiste aussi sur le fait d'accompagner les équipes, pour ceux qui l'utilisent. Encore une fois, c'est pas tout, on est dans la vraie vie aussi. C'est pas tout d'avoir un super outil, mais il faut accompagner les équipes. Voilà, c'est important, et c'est ce qu'on fait aussi avec les formations de MI4. Donc voilà. Ouais, encore une fois. Donc là. C'est vrai qu'elle est rapide ta souris. C'est là? Attends. Ah, c'est bon. Bon, voilà pour ma partie en tout cas. N'hésitez pas à me voir derrière si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi, encore une fois, je suis vraiment dans l'opérationnel. Donc, peut-être qu'il y a des cas similaires auxquels vous avez été confrontés. Et nous, soit on a réussi, soit on n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc n'hésitez pas à venir me voir après. Merci. Donc voilà, juste pour conclure cette intervention, merci Olivier, et résumer sur la partie relation client. L'exemple que vous venez de voir, c'est peut-être le plus marquant de ce qu'on observe chez tous les services et les plateaux de relations clients. C'est l'usage massif des bots et des agents IA pour faire le travail de support de niveau 1 ou de réponse aux questions. Vous savez que la plupart des acheteurs aujourd'hui préfèrent chercher l'information par eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément envie d'aller visiter vos pages de base de connaissances. Donc en fait, à partir du moment où ils peuvent poser des questions sur un produit, ils peuvent faire une grosse partie du chemin de l'achat tout seul. Donc voilà, la prédiction qui voilà, est peut-être pas évidemment ce que tout le monde souhaitait au départ, mais d'ici 2028, on estime que 70% des parcours de service client débuteront ou seront résolus par des assistants conversationnels. C'est quelque chose qu'on observe chez la plupart des clients qui ont mis en place ces solutions. Et deuxième prédiction, et qui est vraiment le reflet de ce qu'on observe aussi, c'est que les entreprises vont en fait réduire les coûts de service client de 30% grâce à l'IA. Alors évidemment, il y a un coût humain qui va diminuer, donc on n'a pas parlé de l'impact humain et RH dans tout ça, parce que ce n'était pas le débat, mais effectivement, il y a des ressources qui faisaient aujourd'hui du support humain qui feront autre chose. En tout cas, on le souhaite, et des agents qui feront voilà, pas mal de support et de qualification, avec pas mal d'économies à la clé. On arrive au terme de cette présentation. En fait, je voulais juste, pour terminer, évoquer le fait qu'on accompagne évidemment les entreprises sur ces sujets-là. Le message, il est très simple. C'est ce que vous venez de voir là, c'est vraiment très accessible. C'est finançable et surtout, c'est déployable en très peu de temps. Donc là, Olivier parlait de 2 mois, 3 mois. C'est vrai que c'est des projets un peu au pas de course. On a des projets qui se déploient souvent sur 3 à 6 mois. En ce moment, je vous ai mis ce QR code parce que si vous êtes affilié chez Atlas, que vous connaissez peut-être parce que c'est un OPCO qui est fréquent chez les startups ou les éditeurs logiciels, vous avez en fait une enveloppe de financement qui permet de couvrir, alors sur une enveloppe par exemple de 15 000 €, qui est, on va dire, un projet assez commun chez nous en termes d'enveloppe, vous avez en fait une contribution qui est limitée à 5 000 € pour l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut soulager les budgets de mise en place. Donc pour 5 000 €, en fait, vous avez accès à un parcours de formation de plus de 80 heures. Et quand je dis formation, c'est qu'on fait les choses ensemble pour déployer ces technologies. Et pour terminer, HubSpot a aussi donné accès aux startups à des offres promotionnelles. Donc ça, je laisserai peut-être Lorraine aussi en parler, mais c'est... voilà, si le lien vous intéresse, on pourra le diffuser par mail par la suite. Donc voilà, donc pour le coup, si vous voulez prendre le QR code, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, écoutez, on est à votre dispo. On peut le faire dès maintenant et on peut aussi répondre à vos questions
lors du petit buffet qui vous est servi au fond de la salle. Donc n'hésitez pas. Oui. Merci pour la présentation, super intéressant. On parle d'un gain de temps, ok, mais en termes de chiffre d'affaires par rapport à votre recul, est-ce qu'on a une idée moyenne effectivement du gain en termes de chiffre d'affaires en adoptant HubSpot? En fait, j'avais un peu anticipé la question, plutôt Sarah, merci, parce que du coup on a sorti, c'est pas un happening, hein, on n'a pas travaillé cette question, mais en fait HubSpot a publié, alors on a nos propres chiffres là-dessus qui sont très variables suivant les entreprises. HubSpot a fait un travail statistique beaucoup plus intéressant puisqu'ils sont allés en fait interroger plusieurs milliers d'entreprises qui ont déployé des solutions de type HubSpot. Et voilà, ça c'est les chiffres qu'ils ont publiés l'année dernière sur ce sujet-là. Plus 28% de transactions créées, plus 105% de conclusions de transactions, fois 1,4 sur les transactions conclues par représentant, plus 55% de transactions conclues, plus 13% de chiffre d'affaires. Je précise que ce chiffre date de 2024, ce qui paraît une éternité en fait à la vitesse à laquelle se déploie l'IA. Donc aujourd'hui, on observe quand même alors, des gains de chiffre d'affaires qui sont quand même supérieurs à ce que vous avez là, mais surtout des gains de performance ou de productivité. C'est-à-dire qu'avec moins de ressources, vous avez aujourd'hui plus de force de frappe, autant côté commercial que support. Donc voilà, donc retour sur investissement, si vous voulez, on mettra également dans le petit mail de suivi, il y a un petit outil HubSpot qui permet de faire un calcul de retour sur investissement en fonction de ce que vous utilisez sur la plateforme. C'est assez intéressant, ça reste évidemment théorique, mais ça s'appuie sur des données statistiques qui sont réelles quand même. Moi, si je peux juste compléter, on n'a pas encore de notre côté chez Smart le retour chiffré en tout cas. Moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on loupe moins de transactions. C'est-à-dire qu'on a plus de transactions suivies et c'est ce sur quoi on est en train de travailler avec notre CEO et Emilien, c'est les boards en fait. C'est quelles sont les transactions qu'on a en cours et est-ce qu'il y a vraiment un next step et ça, en fait, c'est des choses qu'on loupait peut-être plus facilement avant. Là, c'est très visible. On sait tout de suite, en fait, il y a un tableau de bord des leads. En fait, la définition du lead est un petit peu différente de celle que j'utilisais avant chez HubSpot. Mais effectivement, on a toutes les transactions avec les next steps. Si c'est un rendez-vous, s'il n'y a rien, il propose quelque chose. Et en 3 clics, on y arrive. Donc, en tout cas, en termes de transactions créées et de suivi de transactions, c'est plus pratique. Donc oui, nous, en tout cas, on espère, bien sûr, comme n'importe quel investissement, une rentabilité dans les prochains mois. Donc voilà, en tout cas, dans la pratique, voilà, nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Sur la partie fidélisation aussi, ça vous aide. Oui, parce que, en tout cas, sur tout ce qui est aujourd'hui, sur la fidélisation d'un point de vue vente et nurturing, ou plutôt sur la partie service, ticket, etc. Vente. Alors oui, c'est plus pratique aussi parce que du coup, on a une meilleure visibilité des personnes qui se sont inscrites, qui ne sont pas inscrites, comment on va les contacter à froid, qui on a appelé, combien il nous en reste à appeler, les listes et les performances de listes. C'est-à-dire qu'on sait sur une liste de, je dis n'importe quoi, 2500 personnes qu'on a contactées, combien ont pris des rendez-vous. Et ça, c'est assez facile à voir. Donc après, toujours, nous, de notre côté, il faut qu'on ait les boards pour toute la partie direction, pour qu'ils évitent d'aller dans ces listes-là. Nous, aujourd'hui, on est en train de créer ces boards-là. Mais dans la pratique aujourd'hui, effectivement, nous on va dans le détail de chaque liste, par exemple par semaine qui on a contacté, et on sait exactement combien de personnes ont pris de rendez-vous. Par exemple, quand on va faire un salon et qu'on a eu, je dis n'importe quoi, 40 contacts, sur ces 40 contacts, combien au final on a eu un rendez-vous, combien ont été qualifiés et on a eu une transaction, c'est-à-dire un devis derrière. Et voilà, ça on a une visibilité qui est quand même vraiment meilleure par rapport à ce qu'on avait avant. Je me permets de compléter juste sur la partie salon, parce qu'on ne l'a pas du tout abordé, mais c'est vraiment un exemple intéressant pour ceux qui participent à des événements, des salons, des congrès. Généralement, on n'a pas l'information du retour sur investissement. On sait bien combien ça nous coûte, par contre. Et donc, des outils comme ça permettent donc de scanner, par exemple, les cartes de visite des visiteurs sur le stand, ou d'importer un fichier des participants. Et du coup, de mesurer le retour sur investissement une fois que les deals se sont terminés, généralement plusieurs mois après. Et ça, nous, on observe que peu d'entreprises le font, c'est-à-dire investissent massivement dans des événements, parfois vraiment avec des budgets qui sont assez effarants.
mais n'a absolument aucune conscience du retour sur investissement. Donc voilà, ça peut permettre quand même de légitimer ces dépenses-là aussi. Nous, ça nous a permis en tout cas d'arrêter certains salons. Ça, c'est clair et net. Voilà, ça, c'est carrément. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Oui. La partie enrichissement des données, Oui. elle est propre à la version marketing, on la retrouve sur d'autres versions de HubSpot. Alors l'enrichissement chez HubSpot, c'est une couche qui est transverse en fait, qui s'appelle Breeze, donc c'est on va dire la partie IA. Donc ça marche avec un système de crédit, quel que soit le hub, donc le module logiciel que vous avez chez HubSpot, vous avez accès à des crédits de base. Mais voilà, si vous prenez, alors je pense en fait au résultat que vous payez, donc si vous voulez 50 enrichissements par mois, c'est quelques dizaines d'euros par mois de mémoire. J'ai pas les tarifs en tête, mais on pourra expliciter ça. Donc voilà, donc c'est voilà, système de crédit qui se fait à la consommation, ou en tout cas à l'enrichissement. Donc vous ne payez que pour ce que vous consommez en fait. Donc on peut prendre la version enrichissement en restant par exemple sur la plateforme Starter ou... Complètement. Ouais. Donc voilà, et ça marche donc pour de l'enrichissement de contacts ou d'entreprises, mais aussi pour d'autres choses, d'autres fonctionnalités dans HubSpot. Hein. Les crédits vous permettent de faire par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, les scénarios de prospection, email automatisé. Si vous lancez un scénario comme ça, vous allez consommer un crédit de mémoire. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Ça va être un petit peu le mode de fonctionnement maintenant de beaucoup d'applications, c'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus facturer à l'usage ou au résultat plutôt qu'un abonnement récurrent. Donc en l'occurrence, HubSpot est quand même un abonnement récurrent, mais qui tend aussi à aller vers un paiement à l'acte ou à la performance. D'accord, merci. En combien de temps vous vous êtes rendu compte que les salons, enfin, combien de temps vous avez pris la décision d'arrêter certains salons? En gros, la question c'est combien de temps vous mesurez en fait si c'est intéressant ou pas? Alors ça a été très rapide parce que déjà à l'époque, on se disait, on a fait quelques salons, on a eu effectivement tant de leads. Maintenant, on ne mettait pas forcément les coûts, on y allait comme ça avec les commerciaux. Maintenant, on s'est dit, on a créé une liste. Cette liste-là, on l'a dans le CRM. Et maintenant, on voit spécifiquement le nombre de rendez-vous qu'il y a eu par rapport en fait, à ça. Et avant, on n'avait pas ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas facilement se dire, sur cette même liste dans un autre CRM, par exemple, en tout cas, ça n'y était pas, combien on a eu de rendez-vous sur cette même liste. Donc, ça ne nous aidait pas à prendre peut-être cette décision-là et se dire, tiens, s'il faut, peut-être on n'a pas eu de chance. Sauf que là, effectivement, dans cette liste, on a notre cible, on a le nombre de rendez-vous, on sait si derrière on a réussi à les appeler, pas réussi à les appeler, combien de fois on a tenté, etc., etc. Et puis s'ils sont désabonnés derrière. Donc il y a tout un tas de facteurs et de critères qu'on n'avait pas avant qui nous permettent de prendre cette décision-là après. D'accord. Et est-ce que vous vous imposez par exemple justement entre le moment où vous récoltez un lead et le moment où vous concluez, je sais pas, un contrat, une durée maximum ou finalement c'est un peu au fil de l'eau si la personne est malade ou étranger? Non, effectivement, on a tout à fait, on a 3 produits différents. Chaque produit a un cycle de vente très différent. Par exemple, sur notre dernier produit, AnswerWriter, c'est plutôt 2-3 semaines maxi. Donc il faut qu'on soit très réactif. C'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'un outil qui nous permette d'avoir ces informations-là. Notre autre produit de GRC, c'est plutôt 8-10 mois et c'est même parfois un petit peu plus. Donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il faut vraiment qu'on ait la possibilité de le suivre. Et j'ai même envie de dire, c'est plus compliqué sur un cycle de vente long de le suivre que sur un cycle de vente court. Parce que sur le court, c'est tout de suite, c'est là, c'est chaud, quoi. Donc on sait le faire. Mais sur un cycle de vente long, c'est pas si simple. Donc effectivement, ça nous a permis de faire ça aussi. Merci. Et un peu là, des objectifs pour Ouais, je sais pas si vous l'utilisez d'ailleurs chez vous. En fait, on est en train de le paramétrer, ouais, effectivement. Moi, j'ai un peu trifouillé dedans, mais je compte sur Emilien pour m'aider un petit peu derrière, parce que j'ai plein d'autres trucs vendredi. Ok, voilà. Mais effectivement, nous, on le fait déjà visuellement. En fait, j'ai préparé des boards qui nous permettent de dire le nombre de rendez-vous qui ont été bookés par jour, par commercial, et derrière le nombre d'appels, etc. Donc, j'ai fait des tableaux simples, mais tout de suite sur notre réunion du matin, ça nous permet de voir en fait où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait effectivement une partie réglage où on pouvait mettre des objectifs par personne, par équipe, etc. Donc, ça, je vous avoue que je n'ai pas encore touché. Ouais.
Je crois que pour être complètement précis, il y a des objectifs collectifs qui peuvent être fixés sur un certain niveau de licence. Et pour avoir les objectifs individuels, peut-être un niveau de licence au-dessus, ça on pourra vous le détailler. En tout cas, voilà, c'est très complet. Vous pouvez mesurer les appels passés, les réunions passées, les deals fermés, le chiffre d'affaires, évidemment. Donc, toujours dans une optique de mesure de ROI, évidemment. Deux petites questions encore. Comment ça a été pris par vos collaborateurs, le fait de changer de CRM? Et la deuxième, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les engager justement dans ce changement? Alors, très bonne question. Nous, on a eu de la chance, je pense, dans ce sens-là, parce que 2 de nos commerciaux sur 5 utilisaient déjà HubSpot avant d'intégrer l'entreprise, mais de ça, il y a quelques années. Donc, ils étaient plutôt chauds, en fait, pour passer sur HubSpot. Mais les autres, en fait, quand ils ont commencé à regarder, en fait, ce qu'on pouvait avoir comme information, que ce soit... alors, nous, on n'a pas utilisé l'enrichissement, mais du coup, au moins le résumé qu'on a vu tout à l'heure, ça, c'est très pratique. Quand même eux devaient faire leur report à leur responsable commercial, bah, du coup, maintenant, ils ont un board personnel qui récapitule, en fait, ce qu'ils ont fait dans la journée. Ce qu'il leur reste à faire, le nombre de transacts qu'ils ont fait, le nombre d'appels qu'ils ont fait, etc. etc. Donc ça les aide. Voilà. Ce n'est pas dans un esprit de compétition, puisque c'est des boards en fait, individuels qui ne sont pas accessibles aux autres. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a mis en place. Et du coup, ça permet, pendant la réunion du matin, d'expliquer, d'essayer de trouver des solutions, d'accompagner, etc. etc. Donc derrière, ça n'a pas été mal vu, en tout cas pas d'espionnage comme on peut peut-être le penser ou autre chose. C'était vraiment de l'amélioration. Voilà. Et comme c'est de l'amélioration, pareil, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est surtout pour les sales. Nous, on a une politique de sécurité et de conformité, vu notre métier, qui est assez drastique. Mais du coup, sur l'équipe sales, ils ont le droit de voir en fait, les emails publics qui ont été envoyés aux clients sur un deal particulier pour pouvoir suivre en fait, le deal s'ils sont plusieurs dessus. Donc au moins, ils ont le suivi et ils ont ce résumé-là. Donc c'est plutôt pratique, ça a été configuré aussi selon nos politiques de confidentialité. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un avantage. Donc ça a été fait, puis en plus ça a été fait rapidement. Hein. Donc en l'espace enfin le upsell, il a été fait en 1 mois, là, c'était fou quoi. Ouais, non, c'était pas mal. Et juste pour revenir sur la deuxième question que vous aviez sur comment vous avez accompagné le changement, alors, je pense qu'Olivier a eu un rôle assez critique en tant que champion HubSpot. Et c'est souvent notre pari, c'est de s'appuyer sur une ressource interne, donc chef de projet, champion, évangéliste, vous l'appelez comme vous voulez, mais quelqu'un avec qui on peut travailler déjà en tant que chef de projet lors du déploiement, mais qui va aussi parfois être le formateur ou la personne qui va faire le travail d'évangélisation. Et dernier point là-dessus, ça ne se fait pas qu'au moment où on va livrer le projet, ça se fait en amont. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même d'impliquer des équipes pour former un pilote ou pour collecter les feedbacks, construire ensemble des cas d'usage avant de démarrer le projet, voire même avant de signer un projet ou une licence HubSpot, parce que finalement, s'ils sont impliqués dès le départ, on a vraiment de bien meilleures chances que ce soit un succès. Si je peux rajouter, dans le cadre Smart Global, ça allait très vite et dans le cadre de Smart Global, ça allait très vite et leurs équipes sont très matures avec les outils digitaux, donc on a pu se permettre beaucoup de choses et mettre en place des process plus avancés sur HubSpot. Dans d'autres cas, en amont, lors du cadrage du projet, on prend le temps aussi avec les équipes de mesurer leur maturité. Et si elles sont moins matures que Smart Global, on va aller moins loin sur HubSpot, on va mettre en place des choses beaucoup plus simples au début pour que ce soit beaucoup plus facile d'onboarder toutes les équipes. Et après, on mettra des couches supplémentaires. Mais ça aussi, c'est un travail qu'on fait c'est plus du ressenti et du travail en amont que lors de l'onboarding des équipes. Oui. Alors moi j'ai une question sur le nombre d'utilisateurs par service, enfin déjà quel type de service, quel utilisateur, et du coup, donc vous êtes le chef de projet, est-ce qu'il y en a un seul, est-ce que vous faites que ça, enfin le temps que ça prend? Alors nous on a plusieurs services qui utilisent HubSpot, on va avoir les sales, on va avoir toute la partie service, donc tous ceux qui s'occupent des tickets du suivi client CSM, on va avoir toute la partie facturation aussi pour suivre en fait les factures et les devis qui ont été faits. On a toute la partie marketing. Voilà en gros les quatre services qu'on utilise. D'accord. Sur ces services-là, on l'a fait déjà progressivement.
parce que c'était important de pouvoir le faire un après l'autre pour pas mélanger aussi les informations et ma capacité, parce que je reste un humain, ma capacité à suivre les services, à les onboarder sur leur capacité. Pareil pour MI4 quand ils m'ont aidé à faire ça. Et après, en termes de licences, on n'a pas pris beaucoup de licences. De mémoire, je crois qu'on en a 8, 9, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'après, il y a des licences gratuites qui sont intégrées à notre abonnement, qui nous permettent au moins de voir les informations. Donc, même s'ils ne peuvent pas communiquer avec les clients, ils peuvent au moins avoir les informations qui sont liées dans le CRM. Et tout le monde ne communique pas avec le client. Nous, on a les sales et puis on a les CSM, en fait, qui vont communiquer avec les clients. Après, toute l'information, elle est accessible au reste de l'entreprise avec les licences, les sièges gratuits qui étaient fournis dans notre abonnement. Donc voilà, ça a été fait plutôt comme ça. Et puis dans chaque équipe, après, par exemple, moi, le marketing, c'est pas trop mon domaine. Donc j'ai plutôt laissé Emilien s'en occuper. Pareil pour la formation des sales. Moi, j'ai intégré vraiment principalement la partie service, parce que je la connaissais un petit peu d'avant. Mais effectivement, c'est un petit peu de formation. Nous, on a 2 délits par semaine où on voit les équipes un petit peu pour essayer de débloquer les situations. Donc, je leur demande souvent leur avis aussi. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est pratique? Comment vous voulez faire? Si c'est possible, à ce moment-là, on essaie de le mettre en place petit à petit. Là, il y a toute une tas de listes en fait qu'ils aimeraient déjà améliorer. Mais nous, notre projet, c'était d'être ISO par rapport déjà à notre ancien CRM sur ce qu'on pouvait faire. Déjà, on peut faire un peu mieux. Maintenant, on dit c'est génial, maintenant on peut faire ça. Oui, calme-toi, ok. On va le faire dans un deuxième temps, ok. On finit toute l'intégration et on va le faire. Donc on a toute une liste de to-do aussi qu'on peut faire, qu'on n'a pas encore fait. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe dans chaque équipe. Ils nous refont remonter après et l'adoption a été plutôt pas mal. À moi, j'ai été dédié quasi, on va dire, ma part à moi, c'était 75%, 80% de mon temps sur les 2 mois qui viennent de se passer. Ce qui était prévu, moi, dans mon planning, dans la société. Et là, depuis le début du mois, là, je pars sur autre chose. Là, maintenant, il ne me reste plus que 15-20%, parce qu'on a quasiment tout terminé et MI4 prend la suite. Mais moi, en tant que chef de projet, intégration, ça m'a pris, pour mettre ça en place en 2 mois, attention, on aurait pu prendre 45%, 50% de mon temps, ce qui était prévu à la base, pour une intégration à 3 mois, puisqu'à la base, en fait, on devait le faire sur 3-4 mois. Mais là, on a décidé de mettre les watts, justement, parce que notre produit était en train de sortir. Oui, pour compléter, donc dans le cas d'Olivier, c'était un peu particulier parce qu'on a condensé quand même beaucoup l'embarquement. Et donc en 2 mois, c'était quand même assez ambitieux. Et d'autre part, Olivier a porté quand même toute la partie service, puisque c'est une brique que tu connaissais bien. Donc du coup, il a porté une partie du travail qu'on aurait fait pour lui. Mais voilà, donc du coup, généralement, ce qu'on dit à nos clients, c'est que lors de la phase de cadrage, on va mobiliser entre une demi-journée à une journée par semaine pendant le premier mois, qui est un mois dédié au cadrage. Et puis qu'après, on va donc généralement porter quand même beaucoup la partie configuration, mais qu'on va faire des comités de suivi hebdo ou bimensuels, donc qui sont là pour valider ces étapes-là. Mais ça représente du temps, c'est certain. On ne peut pas déployer ce type d'outils sans investir du temps en interne. Peut-être que s'il y a une dernière question, on peut encore la prendre. Sinon, on va passer au buffet derrière si vous voulez vous restaurer. Les estomacs commencent un petit peu à chanter là. Donc oui, dernière question. Tout simple, vraiment au niveau de l'investissement, justement. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de budget tout à l'heure, donc c'est une bonne question. Alors, c'est évidemment un peu une réponse de Normand que je vais faire, mais je vais quand même essayer de vous donner des cas concrets. Donc, on parlait tout à l'heure, il y a 2 choses dans le budget. Il y a la partie licence, côté HubSpot, et il y a la partie intégrateur, c'est-à-dire la nôtre. Donc, dans le premier cas, c'est un coût qui est récurrent. Dans le deuxième, c'est un coût qui est one-shot, même si généralement, on va rester dans les parages pour apporter du support ou faire des évolutions. Les budgets de licence côté HubSpot, je vais parler, on va dire, de 2 hubs qui sont importants, le hub Sales et le hub Marketing. Donc, dans le cas d'un hub Sales, on va prendre un cas standard, c'est un hub Pro. Je pense que vous avez ça aujourd'hui. On est passé sur l'Enterprise pour différentes raisons. Ok, Enterprise. Donc, le coût par siège en prix public, je crois qu'il est de l'ordre de 90 €
par utilisateur par mois. Donc ça, c'est le coût standard. Vous avez accès à des réductions en tant que startup ou des possibilités de négociation en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction de la durée d'engagement. Pour la partie marketing, en revanche, vous avez un hub. Alors pour ceux qui ont besoin d'un hub professionnel, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà un petit peu organisées avec des ressources marketing, c'est un coût qui représente, je crois, autour de 800 € mensuels. Donc là, c'est une plateforme qui coûte un abonnement mensuel qui est déjà important. Mais après, vous pouvez vraiment piloter l'ensemble du marketing avec ce hub. Et quoi qu'il arrive, vous avez accès à des hubs starters qui sont vraiment des très très bons produits d'entrée de gamme chez HubSpot. C'est-à-dire que je crois que pour 15 € par mois, vous avez accès à une suite HubSpot Starter avec tous les outils de base. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on a montré en fait tombe déjà dans les outils Starter que vous pouvez compléter avec des crédits. Et voilà, avec ça, vous pouvez mettre un pied déjà dans un CRM comme HubSpot. Et donc pour la partie intégrateur, donc pour ce qui nous concerne, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait démarrer avec des offres qui sont cofinancées par votre HubCo potentiellement, qui démarrent donc pour un investissement de 5 000 € pour vous. Et puis après, on va aller sur des projets qui sont évidemment beaucoup plus costauds dans des grosses entreprises. Ça dépend de la formation qu'on va faire. On peut arriver à des enveloppes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour de la mise en place de projets dans des grosses PME. Voilà, dans le cas de TPE, de start-up, c'est généralement limité quand même à quelques milliers d'euros. Et voilà, l'enveloppe standard, peut-être, si je reprends l'exemple tout à l'heure, c'était, je pense, 15 K qui peut être cofinancé par les OPCO. Peut-être, alors, dernière question pour le coup. C'est Oui. dans le cas justement de l'utilisation de Packstarter, dans mon cas, j'utilise une solution par ailleurs, je développe aussi une solution, mais dans le cas d'une profession de même proche, on a pris un Packstarter HubSpot pour pouvoir un petit peu commencer à mettre le main dedans. La formation elle-même, c'est-à-dire l'accompagnement, pour dire ok, je vais un peu plus loin déjà de ce Packstarter, est-ce qu'il y a des choses que vous fournissez dans ce sens-là, ou finalement on se débrouille avec ça? Est-ce que dans votre structure vous-même, vous avez un accompagnement de formation qui se font sur HubSpot? Quelles étaient directement sur la gestion de projet, intégration? Oui, alors bonne question. La question c'est est-ce qu'on propose des services de formation pour des packs starters par exemple que vous pouvez activer par vous-même? Alors oui, on propose. Alors le pack dont je vous parlais tout à l'heure, avec 5 000 € d'investissement, ça permet de couvrir tous les hubs avec 80 heures d'accompagnement et de formation. Donc dans le cas d'un starter, il y a peut-être besoin de moins de temps, donc on va en fait réduire le coût. Et le cofinancement de l'OPCO est proportionnel. C'est-à-dire que vous pouvez, je pense, diviser ce montant par 2 si on allait sur un accompagnement en starter. On n'en fait pas beaucoup parce que on est plutôt sur des licences professionnelles. HubSpot propose aussi un onboarding qui est packagé, standard, qui est de 2500 €, je crois. Donc, je n'ai plus en tête le montant exact, mais c'est un onboarding qui est, alors pour le coup, fait à distance et en visio, c'est vous qui donnez la souris et c'est HubSpot qui en fait vous guide dans l'utilisation d'HubSpot. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources aussi qui sont disponibles en ligne dans la HubSpot Academy, beaucoup de tutos. Donc en fait, on peut assez vite quand même, sur du starter, se débrouiller tout seul quand même. Ok, merci. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on rejoigne le buffet et pour se désaltérer un petit peu aussi. Merci d'avoir participé à cette conférence et puis n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a aussi Sarah et Emilien qui sont experts sur HubSpot, donc vous pouvez aussi leur poser vos questions si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Merci. Merci.